Isaac Franco, bonjour. Bonjour Blaise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, Isaac, vous allez répondre à la question du jour. La question que nous avons posée à nos auditeurs est la suivante. La tournée au Moyen-Orient du président Donald Trump a-t-elle uniquement des visées économiques? Donald Trump est donc arrivé ce mardi matin en Arabie Saoudite. Il est arrivé avec une cérémonie en grande pompe de la part des Saoudiens qui l'ont accueilli. Alors, quel est votre avis? Selon vous, cette tournée du président américain a-t-elle uniquement des visées économiques? J'ai du mal à penser que ça se limitera aux considérations économiques et financières, mais elles joueront un rôle essentiel, un rôle très important naturellement dans ce déplacement, puisque on l'a appris hier soir, mardi, qu'il y avait la conclusion d'un accord de 142 milliards de ventes d'armes des États-Unis à destination de l'Arabie Saoudite. Il y a également des promesses d'investissement de l'Arabie Saoudite de 600 milliards à 1000 milliards de dollars dans l'économie américaine. Et puis, lorsqu'il se rendra aux Émirats arabes unis, ce sera 1400 milliards de promesses qui devraient se concrétiser. C'est parce qu'il en sera du Qatar, qui investit déjà largement et pas toujours à bon escient. Je pense aux universités en particulier. Quelle sera la contribution du Qatar? Mais en tout cas, la dimension économique et financière est très importante. Mais les considérations politiques ne seront naturellement pas absentes des pourparlers entre Mohammed bin Salman et Donald Trump, et puis après avec les responsables qataris et émiratis. On a vu justement Donald Trump qui s'est entretenu brièvement avec l'otage libéré Ethan Alexander au téléphone. Steve Witkoff et Adam Boehler ont rencontré cet otage libéré au moment où Donald Trump arrivait en Arabie Saoudite. Et cette considération pour mettre fin à la guerre, elle n'occulte pas justement ces enjeux économiques? Ah non, ça n'occultera certainement pas. Je veux dire, il y a trois problèmes essentiels. C'est la guerre à Gaza, c'est la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, et c'est naturellement l'Iran, qui est une menace commune aussi bien pour les Israéliens que pour les pays du Golfe et plus largement pour les pays sunnites. Donc ça occupera naturellement les discussions. Alors pour ce qui est de la guerre à Gaza, on laisse entendre que les Saoudiens entendent proposer au président américain un plan de règlement qui passerait par la fin de la guerre à Gaza, par la libération des otages, la fin de la présence militaire israélienne dans la bande de Gaza, le démantèlement du Hamas, et puis un chemin qui conduirait Israël à reconnaître la nécessité d'une souveraineté palestinienne. Et enfin, il y aurait la normalisation qui pourrait prendre place. Bon, il est évident que dans les conditions actuelles, Mohammed bin Salman, compte tenu du fait que depuis 19 à 20 mois, les images convoyées par Al Jazeera dans le royaume saoudien et par extension dans pratiquement tous les pays musulmans, empêchent Mohammed bin Salman de normaliser cette relation avec Israël sur fond de guerre et sur fond de ces images de destruction. Donc ça, Donald Trump a parfaitement compris que ça ne pourrait pas être à l'ordre du jour, puisque cette condition de reconnaissance d'une souveraineté palestinienne dans un terme plus ou moins éloigné, plus ou moins flou, n'est pas acceptable, n'est même pas audible pour les Israéliens après le 7 octobre, et aussi à la lumière du dernier sondage qui a été effectué par l'Institut de sondage palestinien, qui indique encore un très fort soutien de la population palestinienne au bénéfice du Hamas, pas seulement à Gaza, mais également en Judée-Samarie. Le fait que 87% de la population palestinienne, à la fois dans les territoires de Gaza et de Judée-Samarie, estime qu'il ne s'est rien passé le 7 octobre, donc un parfait négationnisme, que les 2/3 des Palestiniens estiment que la demande israélienne faite au Hamas de déposer les armes est inacceptable et qu'ils s'y refuseraient. Donc dans ces conditions, il est évident qu'Israël ne peut pas envisager, déjà qu'il ne l'envisageait pas, mais après le 7 octobre et fort de ces renseignements statistiques, c'est évident qu'Israël ne peut pas admettre, ne peut pas imaginer d'avoir un État qui serait rapidement dirigé par le Hamas sur sa frontière septentrionale. Donc ça n'est pas envisageable.
Donc je pense que les Américains n'insisteront pas sur cette normalisation. Ils ont déjà fait entendre qu'ils ne ils n'imposaient pas aux Saoudiens la condition de reconnaître ou de normaliser la relation avec Israël pour pouvoir disposer d'un programme nucléaire à des fins pacifiques et également un traité de défense avec les États-Unis. Donc cette relation de cause à effet, cette subordination de la normalisation à ces dividendes pour les Saoudiens ne suffisent pas, Trump l'a compris, donc il y aura vraisemblablement l'accord des Américains pour un programme nucléaire. Il faudra voir s'il sera assorti d'une interdiction d'enrichissement sur le sol saoudien. Les Saoudiens insistent beaucoup là-dessus. Les Américains, par contre, c'est une ligne rouge. Ils pensent que si c'est pour un programme nucléaire pacifique, il faudra qu'ils importent l'uranium enrichi à 3,67% pour des fins pacifiques. On verra ce qu'il sortira de tout cela, mais les considérations politiques seront bien présentes, bien sûr. Alors, Donald Trump va également se rendre au Qatar, à Doha, et il va se faire offrir un avion, un jet de luxe qui est voué à remplacer temporairement Air Force One le temps qu'Air Force One soit remis en état, car c'est des avions qui ont été créés sous George H. Bush dans la fin des années 90. N'est-ce pas là une collusion avec un État qui soutient le Hamas ? Alors, le problème de l'ambiguïté de la position du Qatar, elle date de bien avant ce cadeau empoisonné, parce que, d'abord, ce cadeau de 400 millions de dollars, il faudra qu'il soit mis aux normes sécuritaires américaines. Je veux dire, ça coûtera très cher. Il y a aussi quelque chose qui précède ce don de ce Boeing, c'est Donald Trump qui faisait entendre, au moment où on ne parlait pas encore de ce cadeau, toute son irritation à l'égard de Boeing qui prenait un retard considérable pour renouveler la flotte destinée au déplacement du président américain. Ces avions ont 40 ans, effectivement. Maintenant, collusion, je ne sais pas si ce cadeau est un témoignage d'une collusion quelconque, mais en tout cas d'une ambiguïté américaine à l'égard du Qatar, parce que les États-Unis n'ignorent bien sûr pas que le Qatar a une politique pro-occidentale d'un côté et de l'autre a des relations très très proches avec l'Iran qui est censément l'ennemi des États-Unis comme de son allié israélien. Bien, on ne sort pas de cette ambiguïté parce qu'il y a des intérêts et le Qatar qui co-gère avec l'Iran le plus grand réservoir de gaz dans le golfe arabique ou le golfe persique. Il y a également une base américaine à Al-Udeid. Et puis il y a le fait que Joe Biden a accordé au Qatar le statut d'allié privilégié des États-Unis en 2021. Ça ne priverait pas l'administration américaine de moyens de pression sur le Qatar pour sortir de cette ambiguïté. Pour l'instant, on n'a pas entendu, en tout cas publiquement, je ne sais pas ce qui se dit en privé, on n'a pas entendu de verbe du président américain à l'attention du Qatar, qui est le financier du Hamas, qui abrite les excellences, entre guillemets, du Hamas à Doha, qui finance cette organisation terroriste, qui est très proche également d'Erdogan et des frères musulmans. On n'a pas encore entendu les Américains faire véritablement pression sur les Qataris pour qu'à leur tour ils fassent pression sur le Hamas pour la libération des otages. Pour terminer, Isaac Franco, et les Émirats arabes unis dans tout ça ? Alors, s'il y avait un crash test pour les accords Abraham, celui-ci a été passé haut la main, parce que jamais, au grand jamais, malgré ces images de destruction qui ne montrent que ce qui se passe à Gaza, les souffrances qui sont difficiles à nier dans la population gazaoui, mais qui ne montrent pas les raisons pour lesquelles il y a ces souffrances-là et qui a déclenché la guerre. Donc c'était un crash test pour ces accords Abraham. Et jamais, à aucun moment, les Émiratis n'ont remis en question ces accords Abraham et cette normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël. Donc ce crash test est réussi parce qu'il reste, vous savez, cet ennemi. D'abord, il y a des intérêts communs qui sont évidents entre les Émirats et Israël, et puis il y a la conscience qu'il y a un ennemi qui est commun à tout le monde sunnite, aussi bien aux Émiratis qu'aux Saoudiens, qu'aux Bahreïnis et à d'autres, c'est l'Iran. Et ça, c'est le dernier point dont il faudra
dont on parlera certainement avec les Saoudiens. Les Américains parleront aux Saoudiens parce que les Américains ont choisi dans un premier temps la voie de la diplomatie pour essayer de contraindre l'Iran à abandonner son programme militaire nucléaire, avec des lignes rouges qui paraissent tellement éloignées l'une de l'autre que ça paraît impossible d'imaginer qu'un accord sorte de ces négociations, tant l'intransigeance de l'Iran reste forte quant à sa volonté de rester, de pouvoir continuer à enrichir son propre uranium et de garder ses centrifugeuses. Donc on ne voit pas très bien ce que cette diplomatie va pouvoir amener. Et à moins que les Américains mettent de l'eau dans leur whisky, je vois pas très bien comment on pourrait trouver un accord qui soit autre chose qu'une ressucée à peine revisitée du JCPOA du 14 juillet 2015. On aura évidemment l'occasion d'analyser cela dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Isaac Franco, je rappelle que vous êtes analyste politique sur Radio Judaïka et que vous tenez l'émission Cherchez l'erreur tous les lundis à 17h. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci pour votre invitation. Au revoir.